Welcome to the Open Learning Campus, brought to you by the World Bank Group. Le changement climatique pourrait avoir des conséquences sur les systèmes de production alimentaire et plus particulièrement sur l'agriculture et ce de manière assez significative. Cet impact négatif pourrait se traduire par un rendement réduit d'un grand nombre de nos principales récoltes ainsi que par un recul de la productivité des activités d'élevage et de pêche. Par conséquent, le changement climatique, au cours des prochaines décennies, pourrait avoir un impact significatif sur la productivité agricole et donc sur les systèmes alimentaires et la disponibilité des denrées alimentaires pour les populations du monde. En Afrique, les études prévoient une augmentation des phénomènes d'aridité, d'absence d'humidité et de sécheresse et jusqu'à 40% des terres actuellement cultivées et utilisées à la production du maïs pourraient moins se prêter à la production du maïs. Cette prévision est préoccupante parce que le maïs est une denrée alimentaire essentielle pour les populations africaines. En outre, les études montrent que certaines parties de l'Afrique, notamment la partie orientale, pourraient devenir plus humides. Bien que cela apparaisse a priori comme une bonne chose, certains de ces paysages n'ont pas la capacité d'absorber toute cette quantité d'eau quand elle pénètre les sols. Ainsi, en cas d'augmentation subite des précipitations, ces paysages pourraient être davantage touchés par les crues ou par des inondations plus importantes. Une troisième conclusion concernant l'Afrique est que la sécheresse et l'augmentation de la chaleur pourraient avoir des impacts négatifs sur les prairies qui alimentent un grand nombre de systèmes d'élevage d'Afrique. En Asie du Sud, les études prévoient un changement probable important dans les régimes de précipitation associés aux pluies de mousson. Elles prévoient la possibilité d'une augmentation de l'intensité des moussons. En Inde, par exemple, il pourrait ne pas y avoir suffisamment d'eau pour l'irrigation, et donc la productivité agricole s'en trouverait affectée. Dans certaines parties du continent, plus près du Bangladesh, il pourrait y avoir des excédents de précipitations, ce qui veut dire de l'eau qui ruisselle en descendant des collines et qui vient s'ajouter à l'élévation du niveau de la mer. Cela poserait aussi un problème. L'Asie de l'Est et les îles du Pacifique ne seront pas épargnées non plus. On voit déjà une probabilité accrue de cyclones plus intenses. Si de tels phénomènes devaient se multiplier à l'avenir, alors on peut voir que cela pourrait affecter l'agriculture parce que cela affectera les paysages. L'autre impact du changement climatique sur l'Asie de l'Est et le Pacifique est l'élévation du niveau de la mer. Nous savons maintenant que quand le niveau de la mer monte, et ça n'a pas besoin d'être de beaucoup, 15 à 30 cm, on pourrait observer d'ici 2050 et au-delà la combinaison de marées et de tempêtes engendrées par un événement cyclonique avec des hauteurs de vagues atteignant jusqu'à 3 à 5 mètres. Il importe de souligner que nombre des conséquences qui se manifestent déjà alors que le réchauffement du climat n'a pas encore atteint 1 degré Celsius s'intensifieront à mesure que nous approchons les 2 degrés. Un exemple intéressant que l'on étudie en ce moment est celui de l'incidence de cette hausse des températures sur les forêts à l'échelle du monde. Et si la santé de ces forêts commence à se dégrader, on pourrait assister à un dépérissement terminal de certaines de ces vastes régions forestières. L'Amazonie en est un exemple. En conséquence, ces forêts produisent beaucoup d'eau de par leur croissance, elles puisent l'eau dans le sol pour la rejeter dans l'atmosphère, et cette eau, à son tour, participe aux précipitations locales. Aussi, en raison de l'effet de la chaleur sur les forêts et de la dégradation de ces dernières, il pourrait y avoir moins de précipitations, ce qui pourrait affecter l'agriculture, et ce n'est là qu'un petit exemple de l'effet de cascade. Une approche importante pour faire face au changement climatique consiste à travailler avec les échelles de paysages qui permettent d'examiner l'ensemble des systèmes, tant les systèmes de production alimentaire que les systèmes naturels, et de les intégrer tous les deux. Cette approche permet d'obtenir un rendement optimal de nos systèmes agricoles, de bénéficier de bons services écosystémiques de nos systèmes naturels, forêts, zones humides et d'autres régions du même type, contribuant ainsi à la résilience dont nous aurons besoin.
Pour ce qui est de l'agriculture, une agriculture intelligente face au climat est l'un des moyens d'adapter nos systèmes de culture pour leur permettre d'être plus résilients aux chocs climatiques. Cela doit s'appliquer dans le contexte non pas du champ seul, mais du champ au bassin versant, puis à l'échelle du paysage. Ainsi, nous obtenons une agriculture intelligente face au climat, plus résiliente et plus productive à long terme. Je vais me pencher sur les relations entre le changement climatique et les ressources en eau, l'une des ressources les plus cruciales aujourd'hui. Tout d'abord, quelle est la relation entre l'eau et le climat ? Eh bien, le cycle hydrologique correspond au cycle climatique. L'eau et le climat sont intimement liés. L'évaporation, la formation des nuages, la condensation, les précipitations, le ruissellement des eaux, puis à nouveau l'évaporation. Voilà le cycle hydrologique qui est également celui du climat. Ce sont ces ressources en eau dont l'humanité dépend pour tout ce dont nous nous soucions. Nous nous soucions de l'eau parce qu'elle est liée à la production agricole. Nous nous en soucions parce qu'elle est liée à la production énergétique et industrielle. Elle est liée à la santé humaine et aux écosystèmes. Elle est liée aux forêts et aux infrastructures. L'eau est l'une des ressources les plus importantes et l'un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. L'eau est l'une des ressources les plus importantes et l'un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Même en l'absence de changement climatique, nous faisons face à un ensemble de défis liés à l'eau. 1 milliard de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'eau potable et 2,5 milliards n'ont pas accès aux services d'assainissement adéquats. Nous sommes confrontés à la contamination de l'eau et à sa rareté. Nous avons des écosystèmes qui se détérioreront à mesure que les hommes extraient de l'eau de l'environnement sans se soucier des conséquences de leur écosystème naturel. Nous observons la détérioration des infrastructures et un manque d'investissement dans la fourniture des services d'approvisionnement en eau dans les conditions hydrologiques que nous voulons vraiment en tant que société. Nous assistons à des conflits et à des violences continues autour des ressources en eau et toutes ces situations vont s'aggraver ou s'exacerber avec le risque croissant du changement climatique à l'échelle planétaire. Permettez-moi d'évoquer brièvement ce que signifierait un réchauffement climatique de 2 degrés Celsius. Par exemple, un réchauffement de 2 degrés à lui seul entraînerait de plus grandes crues. Cela signifie de plus grandes sécheresses à différents endroits et à différents moments. Cela signifie la disparition de la neige et la fonte des glaciers. Cela signifie une plus grande quantité de ce qui tombe, comme de la neige, tombera sous forme de pluie. Et ce sera un défi pour les systèmes de gestion d'eau. Cela signifiera de plus grands besoins en eau pour l'agriculture. Un réchauffement climatique de 2 degrés entraînera des températures plus élevées, plus d'évapotranspiration, une pression plus forte sur les systèmes d'approvisionnement en eau existants déjà mis à rude épreuve. Cela signifie qu'on aura plus d'évaporation, et ce sera un problème pour les écosystèmes naturels. Cela signifie plus de phénomènes météorologiques extrêmes, un plus grand nombre de périodes de mousson, et peut-être un changement dans leur date. Cela signifie des changements en ce qui concerne la disponibilité de l'eau dans nos fleuves et rivières. L'élévation du niveau de la mer constitue aussi un défi associé à la fois au changement climatique et aux ressources en eau. L'élévation du niveau de la mer signifie une plus grande menace pour les aquifères côtiers et les systèmes d'eau souterraine où l'eau salée pénètre plus loin. L'élévation du niveau de la mer menace également les écosystèmes côtiers où l'eau salée et l'eau douce se rejoignent. Un niveau marin plus élevé signifie que l'eau salée pénétrera de plus en plus loin dans ces écosystèmes. Enfin, la santé humaine est affectée non seulement par le changement climatique, mais aussi par des conséquences sur les ressources en eau. De nombreuses maladies liées à l'eau vont s'aggraver du nombre accru d'inondations, de la hausse des températures qui permettent aux vecteurs tels que les moustiques de se reproduire plus efficacement. Le choléra, la dysenterie, la typhoïde et le paludisme devraient également menacer encore plus une planète qui se réchauffe. L'histoire du changement climatique et de ses effets sur la santé des populations humaines est une longue histoire. Au cours des 10 000 dernières années, les grands fléaux meurtriers ont tous été liés au climat. Les pénuries alimentaires et les famines, la propagation de diverses maladies infectieuses, sans oublier les événements météorologiques extrêmes et souvent des conflits autour des ressources en baisse. Aucun de ces phénomènes n'est bon pour la santé. Les maladies infectieuses. Nous savons qu'un grand nombre d'entre elles sont sensibles au climat. Nous commençons à constater que certaines d'entre elles changent dans leur schéma d'apparition à travers le monde, comme par exemple l'apparition récente du virus du Nil occidental dans la ville de New York durant l'été très chaud de 1999. Ou encore en Chine, la propagation vers le nord des escargots aquatiques responsables de la bilharziose, maladie souvent mortelle.
Et enfin, le bouleversement de l'écologie des chauves-souris dans de nombreuses parties du globe nous expose encore plus aux nombreux virus que les chauves-souris véhiculent naturellement. Examinons à présent un scénario futur où la température du monde serait de 2 degrés Celsius plus élevée qu'elle ne l'a été au cours des dernières années. Abordons tout d'abord la question de la propagation du paludisme dû au changement climatique. Des travaux réalisés au Zimbabwe en offrent plutôt un bon exemple. Vous pouvez voir ici, pour ce qui est de l'année 2000, la répartition estimée du risque de paludisme au Zimbabwe. Le rouge représente le risque très élevé dans les basses terres et le vert et le bleu représentent les risques faibles dans les hautes terres où vit la plus grosse partie de la population. Maintenant, si nous nous projetons en 2025, vous constaterez que la zone rouge s'étend à des altitudes plus élevées. Et en 2050, la majeure partie du pays est confrontée à un risque sérieux de paludisme. Un autre exemple a trait à la relation typique entre les températures quotidiennes et le nombre de décès par jour dans de nombreuses villes à travers le monde. Vous constaterez que la zone de confort se situe entre 25 et 28 degrés Celsius, mais qu'à mesure qu'on approche des températures plus élevées, les risques augmentent sensiblement. Voilà juste 2 exemples de ce que nous pourrons vivre dans un monde futur où le réchauffement climatique serait de 2 degrés Celsius. Ainsi, en conclusion, la santé et la survie humaine sont vraiment des marqueurs clés de la perturbation des fondements de la santé des populations. Deuxièmement, la plupart des effets du changement climatique sur les systèmes environnementaux, naturels, gérés et sociaux nuisent à notre santé, notamment chez les populations pauvres et vulnérables. Troisièmement, nous devons apprendre à penser aux conséquences sur les populations en des termes plus écologiques. Il ne s'agit pas d'un facteur de risque individuel, des communautés entières sont concernées. Quatrièmement, pour préserver et améliorer la santé humaine, il faut que nous prévenions le changement climatique et que nous restaurions les systèmes entraînant la vie sur Terre. Enfin, les avantages indirects pour la santé se traduisent par un dividende supplémentaire pour les populations locales lorsqu'elles prennent, avec l'aide de leurs administrations, des mesures d'atténuation au niveau local pour prévenir le changement climatique.